Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Timothy Keller. Timothy est un ancien pilote de l'air qui a servi dans l'armée américaine. Dans son métier, il avait affronté l'imprévisible et survécu à l'extrême, mais rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait ici. Il avait été recruté par une branche secrète de l'armée américaine. Ses qualités de pilote hors pair avaient été rapidement repérées par les plus hautes hiérarchies. Et cela était arrivé aux oreilles d'un certain James Taylor. James Taylor était le dirigeant du programme secret Starseeker, une division travaillant en étroite collaboration avec une civilisation extraterrestre, les Artékiens. Ces derniers avaient réussi à fabriquer un vaisseau capable d'atteindre les confins de l'univers et de voyager à une vitesse défiant celle de la lumière. Timothy avait été formé au pilotage de ce vaisseau. Et beaucoup pensaient qu'il était le plus compétent et le plus expérimenté pour cette mission. Au début, lorsqu'on l'avait approché pour lui expliquer le projet, il avait du mal à croire ce qu'on lui annonçait. Mais en y repensant, en tant que pilote, il avait croisé dans le ciel à plusieurs reprises des objets et des anomalies impossibles à identifier. Finalement, cela ne faisait que répondre à cette éternelle question qu'il se posait depuis des années. Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette mission, tenue secrète pour de bonnes raisons, marquait un tournant dans l'exploration spatiale. Sur Terre, certains doutaient encore que l'homme ait réellement marché sur la Lune, tandis que d'autres étaient convaincus que le gouvernement possédait des preuves irréfutables d'une vie extraterrestre. Révéler l'existence d'un tel projet et d'une alliance avec des êtres venus d'ailleurs aurait sans aucun doute bouleversé l'opinion publique. Le gouvernement avait donc choisi le silence. Seuls 20 hommes et femmes, triés sur le volet, avaient été mis dans la confidence et allaient poser le premier pas sur une planète vierge de toute vie. Le jour J approchait à grands pas. Tout le matériel, les modules et la nourriture avaient été stockés dans le superbe vaisseau baptisé l'Odyssea, conçu pour leur permettre de survivre 2 ans sur cette planète. Bien que leur famille ait l'habitude de longues séparations, cette fois-ci était différente. Certains avaient même choisi d'inventer une fausse mission pour éviter d'angoisser leurs proches. Le jour du décollage arriva. Sous l'œil affûté et légèrement inquiet du commandant James Taylor, le vaisseau quitta la Terre et glissa dans l'immensité de l'espace, porté par une technologie que l'humanité n'aurait jamais pu inventer seule. Timothy observait son équipe. Scientifiques, médecins, ingénieurs, tous conscients d'être les acteurs d'un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Mais derrière leur sourire, il percevait une tension, comme si chacun pressentait que ce monde inconnu ne serait pas si facile à apprivoiser. Munis des coordonnées fournies par les Artékiens, qui leur avaient assuré que la planète était inhabitée, Timothy enclencha le mode hyperespace. En un temps record, ils se retrouvèrent en orbite autour de la planète classée G625. Le vaisseau se posa dans un souffle métallique, soulevant un nuage de poussière. Timothy fut le premier à descendre. Son pas lourd résonna sur un sol étrangement lisse. Autour de lui,
la planète semblait figée dans un silence absolu. Pas de vent, pas d'insectes, pas de vie. Un désert minéral à la beauté austère, étranger et hypnotique à la fois. Les 20 membres de l'équipe se mirent aussitôt au travail. Ils déployèrent les modules d'habitation, sécurisèrent le périmètre et installèrent les capteurs destinés à analyser l'atmosphère et les variations de température. La nuit tomba vite, enveloppant le camp dans une obscurité profonde, seulement éclairée par des étoiles lointaines. Timothy et son équipe dînèrent dans un silence solennel, conscients qu'ils étaient en train d'entrer dans l'histoire en devenant la première colonie interstellaire. Puis, ils se séparèrent pour la nuit. Certains notèrent leurs premières impressions dans leur journal. D'autres enregistrèrent des vidéos pour leur famille, tandis que quelques-uns s'endormirent aussitôt, épuisés par les effets du mode hyperespace. Les générateurs diffusaient une lumière artificielle, mais elle semblait avalée par l'immensité. Timothy, insomniaque, fit le tour du périmètre. C'est alors qu'il remarqua une forme dans la roche, à quelques mètres du camp. Une ligne gravée, trop régulière pour être naturelle, et qui, quelques instants plus tôt, n'était pas là. Alors que la plupart dormaient profondément, les capteurs se mirent à sonner. La température avait brusquement chuté, et des ondes étranges semblaient émaner du sol. Le phénomène semblait confiné au camp. Timothy, toujours éveillé, ressentit une sensation étrange, comme s'il était observé. Par prudence, il resta éveillé toute la nuit, veillant silencieusement sur ses compagnons endormis. Le lendemain, l'équipe se regroupa pour le petit déjeuner et pour établir le planning du jour. Timothy remarqua que le médecin avait des cernes et bâillait sans cesse. Celui-ci lui confia avoir fait un rêve étrange. Il avait rêvé que la terre s'ouvrait sous ses pieds et qu'il tombait dans le vide. À cet instant, un verre tomba au sol. La personne derrière le médecin, qui avait visiblement entendu la conversation, semblait bouleversée. Au lieu de prendre son plateau, elle s'éclipsa dehors. Timothy sentit immédiatement le malaise et alla la rejoindre. Il lui demanda ce qui l'avait autant perturbée. Hésitante, elle finit par avouer qu'elle avait fait exactement le même rêve. Timothy n'eut pas le temps de réagir qu'un groupe se forma autour de lui. Les membres de l'équipe arrivaient les uns après les autres, visiblement bouleversés. Tous avaient fait le même rêve. Les murmures se propagèrent dans le camp comme une onde invisible. Timothy observa les visages pâles, les regards fuyants, les mains tremblantes. Ils avaient tous vu la même scène. La terre s'ouvrir sous leurs pieds, un gouffre sans fond, et cette sensation d'être happé par quelque chose. Timothy n'était pas simplement le pilote qui les avait amenés ici. Il avait également été nommé leader du groupe. Ce titre, lourd de responsabilité, lui imposait d'agir et de rassurer son équipe. Il tenta, en vain, de calmer les esprits, malgré les murmures affirmant que cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était comme si quelque chose, ici, cherchait à leur transmettre un message. Il s'efforça d'apaiser la situation et les protestations montantes de ses compagnons de voyage. Certains demandaient déjà l'annulation de la mission et un retour immédiat sur Terre, tandis que d'autres, plus mesurés, réclamaient une explication rationnelle à ce phénomène troublant. Timothy proposa alors l'hypothèse qui lui paraissait la plus plausible.
Il pouvait s'agir d'une réaction physique à l'atmosphère de cette planète, un effet temporaire auquel leur corps finirait par s'adapter. Une fois habitué, tout rentrerait dans l'ordre. Il demanda ensuite à chacun de reprendre ses tâches, mais il savait que ses paroles n'avaient convaincu personne. L'atmosphère demeurait lourde, presque électrique. Une certitude s'imposait. Ce qu'il vivait était profondément étrange. Était-ce réellement une simple réaction physiologique ou cela présageait-il quelque chose de bien plus inquiétant? Par prudence, Timothy décida de vérifier lui-même. S'il courait le moindre danger, il devait en avoir le cœur net. Il tenta alors d'entrer en contact avec les Artékiens par radio, espérant obtenir des informations supplémentaires sur la planète. Mais la communication resta muette, comme si quelque chose brouillait délibérément le signal. Dans l'après-midi, l'équipe d'agronomes se mit au travail. Leur mission était simple: analyser la composition du sol et creuser une première tranchée pour tester la possibilité de cultiver des plantes terriennes. Ils avaient à peine commencé à creuser que le sol vibra sous leurs pieds. Les capteurs restèrent muets, incapables de détecter la moindre activité sismique. Pourtant, tous sentaient cette pulsation étrange. Puis, sans prévenir, la terre se déroba sous l'un des techniciens. Son corps disparut dans une ouverture brusque, avalé en un instant. La fissure se referma aussitôt, comme si rien ne s'était produit. Un silence glacial s'abattit sur le camp. Tous étaient en état de sidération. Puis les cris éclatèrent, seulement après quelques secondes, quand ils réalisèrent vraiment ce qui venait de se passer. C'était exactement ce qu'ils avaient vu dans leurs rêves. Certains reculèrent d'un pas. D'autres fixaient le sol, comme s'il pouvait s'ouvrir à nouveau sous leurs pieds. Ils comprirent alors que cette planète n'était pas aussi inoffensive qu'ils l'avaient cru. Pour en savoir davantage, Timothy ordonna une analyse non invasive du terrain. Les scans révélèrent une vérité encore plus troublante. Les couches profondes du sol contenaient des structures qui n'avaient rien de minéral. Elles semblaient organisées, presque cellulaires. L'équipe se rassembla aussitôt pour une réunion d'urgence. Personne ne parlait vraiment. Chacun tentait simplement de comprendre ce qui venait de se produire. Timothy essaya une nouvelle tentative de communication avec les Artékiens. Mais aucun signal ne passa. Ils envoyèrent aussi un message de détresse vers leur base orbitale, sans savoir s'il serait reçu. Personne n'osait retourner près de la zone d'effondrement. Personne ne savait quoi faire de plus. La nuit tomba, lourde et oppressante. Les rêves revinrent, plus violents, plus précis. Certains se réveillèrent en sursaut, persuadés d'être réellement en train de tomber dans les profondeurs de la terre. D'autres restèrent éveillés, incapables de fermer les yeux, de peur de replonger dans ces visions. Sur le camp, les capteurs enregistrèrent des pulsations régulières. Intrigué, le médecin s'approcha des instruments. Le tracé montait et descendait avec une régularité trop précise. Une courbe qui lui rappelait quelque chose de familier. Il posa ensuite sa main au sol, comme pour vérifier ce que ses yeux refusaient encore de croire. La pulsation se répéta sous sa paume, lente et profonde, comme un rythme cardiaque. L'évidence s'imposa alors. La planète n'était peut-être pas un simple monde minéral. Elle semblait vivante. Au petit matin, un nouveau phénomène se produisit.
l'un des membres de l'équipe s'effondra soudain. Pris de convulsions violentes, son corps se tendit, ses yeux se révulsèrent, et un souffle rauque s'échappa de sa gorge. Il semblait traversé par une force étrangère, comme si quelque chose utilisait son corps comme un canal. Lorsqu'il se redressa, son regard était vide, absent, et une expression figée déformait ses traits. Une présence semblait l'habiter. Ce fut à cet instant que l'équipe comprit que la planète tentait de communiquer. À travers ce corps, elle transmit un message sans équivoque, un avertissement. Il devait partir. S'il restait, il disparaîtrait un à un, absorbé comme le technicien. Lorsque l'homme reprit conscience, il ne se souvenait de rien, mais l'équipe, elle, avait compris. La planète ne voulait pas d'eux. Malgré la peur, certains tentaient de s'occuper comme ils le pouvaient. Le médecin, lui, voulait prélever un échantillon du sol pour l'analyser. Il s'accroupit et, à l'aide d'une petite griffe, gratta la surface. La réaction fut immédiate. Le sol vibra sous ses doigts, plus fort que la première fois, comme un avertissement. Puis, un grondement sourd monta des profondeurs. Avant qu'il n'ait le temps de reculer, une fissure s'ouvrit brusquement sous lui. Le médecin bascula. Entraîné vers le vide, Timothy se précipita pour le retenir. Mais le sol se déroba sous lui à son tour. Il tomba, happé dans les profondeurs, sa chute brusquement amortie par une matière étrange. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait dans une cavité, éclairée par une lueur diffuse qui semblait émaner des parois elles-mêmes. C'est là qu'il le vit. Le technicien disparu était là, immobilisé, comme suspendu dans une membrane translucide. Ses yeux étaient ouverts, conscients, mais son corps ne répondait plus. Il semblait prisonnier, maintenu en vie par la planète elle-même. Malgré l'horreur, Timothy sentit un soulagement. Il était vivant. Il tenta d'extirper son collègue, tirant sur la membrane qui le retenait. C'est à cet instant qu'une voix se manifesta. Elle sortit de la gorge du technicien. Mais ce n'était pas lui. Le timbre était transformé. Trop régulier. Comme s'il imitait un langage qu'il ne comprenait qu'à moitié. La planète n'avait pas gardé le technicien en vie par compassion. Elle l'avait conservé pour l'étudier. Elle avait parcouru son ADN, comme on parcourt un texte, remonté son arbre généalogique, découvert l'histoire de ses ancêtres. Elle avait vu, dans cette lignée humaine, les traces d'anciennes conquêtes, de terres arrachées, de peuples déplacés. Pour elle, l'humain n'était pas un individu, mais une continuité, un héritage de comportements destructeurs. La voix l'exprima sans détour. À travers le corps immobile, elle se protégeait. Elle refusait d'être colonisée. L'instant était décisif. Timothy tenta une négociation, conscient qu'il n'avait aucune autre issue. Il promit de quitter cette planète immédiatement, à condition qu'elle relâche le technicien et le médecin, forcément retenus quelque part dans ses profondeurs. Timothy sentit l'attention de la planète se fixer sur lui, comme si elle sondait à son tour son ADN, ses origines, son histoire. Une pression invisible pesa sur son esprit. Puis la membrane céda. Le sol se déforma sous lui, le repoussant vers la surface, comme un souffle qui expulse un corps étranger. Lorsqu'il émergea à l'air libre,
Le technicien et le médecin gisaient à ses côtés, inconscients mais vivants. Sans perdre une minute, Timothy informa les autres de ce qui s'était passé. Il avait une chance de s'en sortir. Mais seulement s'il quittait la planète immédiatement. Les modules furent abandonnés, les équipements laissés sur place. Il n'y avait plus de temps pour rien. Chaque pas vers l'Odyssea semblait déclencher une réaction du sol. Le sol ondulait sous leurs pieds, se contractant et se relâchant comme des muscles sous une peau vivante. La planète ne cherchait plus à les avertir. Le message était clair. Elle voulait qu'ils partent. Dans la confusion la plus totale, l'équipe se précipita dans le vaisseau, qui décolla dans un grondement sourd. La planète réagit aussitôt. Un tremblement colossal secoua sa surface, faisant vibrer l'atmosphère elle-même. Des geysers de poussière jaillirent autour de l'Odyssea, comme un réflexe de défense. Le vaisseau s'arracha à cette terre, échappant de justesse à une dernière onde de choc qui faillit le renvoyer au sol. Alors que l'Odyssea gagnait en altitude, un message artékien apparut sur les écrans. Ils avaient poursuivi leurs recherches. Après le premier signal envoyé par Timothy, selon leurs archives, cette planète, d'apparence banale, n'avait jamais montré la moindre trace de vie. Mais un détail ressortait. Un vaisseau en escale sur cette planète, après une avarie, des années plus tôt, avait cessé toute transmission. Aucune explication n'avait jamais été trouvée. Les Artékiens ignoraient encore ce que l'équipage venait de découvrir. La planète, répertoriée G625, n'était pas un monde désert. C'était une entité vivante, une entité qui réagissait à toute intrusion. Timothy observa la planète s'éloigner, paisible et immobile, comme si elle n'avait jamais été autre chose qu'un astre désert. Pourtant, il savait. Elle avait une conscience, une volonté, et elle les avait rejetés comme un corps rejette une infection. Cette planète éveillée disparut dans le noir. Elle semblait paisible. Mais Timothy savait qu'elle n'oublierait pas. Il pensa à la Terre, à ce que les dirigeants de Starseeker diraient, à ce qu'ils tairaient. Cette mission ne serait jamais racontée telle qu'elle s'était vraiment déroulée. L'humanité n'était pas prête à accepter qu'un monde entier puisse être vivant et qu'il réponde avec force à ce qu'il percevait comme une invasion. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Minuit.